Bienvenue dans le journal de Lahab, cette série qui sera consacrée à la présentation de mangas ou d'animés qui m'ont particulièrement marqué ou qui m'ont beaucoup plu. Et du coup, cette première page, elle sera consacrée à Blue Lock et plus particulièrement aux deux premiers arcs, à savoir du coup l'arc de la première et la deuxième sélection et l'arc du match U20. Donc à savoir du coup les deux arcs qui ont été adaptés en animé. Donc pour ceux qui se sont arrêtés à la fin de la saison 2, bah, il y aura pas de spoil ni de la Neo Egoist League, ni du début de la Coupe du Monde U20. D'ailleurs, hésitez pas à faire un petit tour, soit sur mon TikTok, soit sur les shorts où je fais des reviews et des analyses, de tous les chapitres de Blue Lock qui sortent chaque semaine. Du coup, pour cette première partie, on va commencer par parler du concept même du Blue Lock, parce qu'il faut bien commencer par définir déjà ce que c'est le Blue Lock avant de vouloir aller plus loin. Ensuite, on va s'intéresser à des personnages que j'estime être, ceux qui ont été les plus développés durant du coup la partie de la première, de la deuxième sélection et du match U20. Ensuite, on va parler de l'aspect philosophique du Blue Lock et pour finir, on va parler de l'aspect technique, dans ce qui est, le dessin, l'animation. Je vais surtout parler du dessin parce que j'ai plus lu que vu Blue Lock, donc on va surtout s'intéresser à ça. Le Blue Lock, c'est quoi? C'est Ego Jinpachi, ancien attaquant japonais qui a vu que son pays il était gaze au foot parce qu'ils se sont fait éliminer par la Belgique à la Coupe du Monde 2018. D'ailleurs, merci à la Belgique, c'est grâce à eux qu'on a cette masterclass qui est Blue Lock. Et du coup, il a vu que son pays il était nul et il s'est décidé à réunir 300 attaquants lycéens pour créer le meilleur attaquant du Japon qui pourra leur permettre de gagner la Coupe du Monde. Et du coup, pour gagner cette coupe du monde, il a décidé de créer un survival game, enfin un battle royale quoi, parmi les 300 attaquants qu'il a réunis, sélectionner le meilleur d'entre eux. Enfin, du moins, c'est le speech de base. Du coup, en sortant des petites citations de grands joueurs comme Pelé, comme du coup Noël Noah, qui est un joueur du coup original de la série Blue Lock. Et aussi, je crois, il y a une citation de Messi qui est sortie afin de montrer que être un attaquant, c'est être égoïste, penser à ses propres buts et ce qui est du coup totalement contraire à la mentalité japonaise qui est surtout utilitaire, qui permet, par exemple de se sacrifier, enfin qui veut se sacrifier pour ses amis, se sacrifier pour, les autres, pour son pays, un peu comme, on voit dans tous les shonen où, du coup il y a le héros qui, fait un peu tout son possible pour aider ses amis, quitte à lui-même se faire du mal. Et du coup, le Blue Lock prône l'inverse, du coup, de l'altruisme, du coup, l'égoïsme, où il dit qu'il faut, du coup, penser qu'à sa gueule et viser son propre but. Et en vrai, c'est une démarche super intéressante qui prend vraiment à contre-pied le genre des mangas de sport. Parce que bah, généralement, du coup, comme j'ai dit juste avant, les mangas de sport, c'est vraiment tu te surpasses pour ton équipe, tu donnes tout pour aller de l'avant hein, avec le collectif et tout. Ça met vraiment en avant l'aspect collectif du sport. Surtout bah, du coup dans les sports d'équipe, genre Kuroko no Basket. Dans le foot, il y a Aohashi ou Inazuma Eleven. Et même dans les sports assez individuels, il y a quand même l'aspect équipe qui est mis en avant, ou en tout cas l'aspect camaraderie, avoir des rivaux, tout ça, tout ça. Et du coup, en mettant en avant cet égoïsme, enfin en tout cas l'ego, du coup, ce qui va avec le nom du mec qui s'appelle vraiment Ego, Jinpachi, eh bien, au fur et à mesure de l'avancée des chapitres, ou des épisodes, si vous avez regardé l'animé, eh ben, on voit que chaque joueur a vraiment une définition de l'ego qui est propre à lui, ou en tout cas un ego justement qui est propre à lui. Et c'est tout l'objectif du coup du manga, qui est vraiment que chaque joueur trouve ce que ça représente pour lui, un ego, ce que c'est pour lui, est-ce que c'est la raison pour laquelle il avance, est-ce que c'est lié au passif, etc., etc. Et du coup, cet aspect d'ego, ça donne vraiment un récit super intéressant parce qu'en fait, chaque match, c'est pas juste un match, c'est une confrontation entre la philosophie de chaque joueur, entre l'ego de chaque joueur, entre la façon de voir le football de chaque joueur et bon, enfin surtout des attaquants dans le début du manga. Après, on voit d'autres postes. Mais franchement, ça donne plusieurs niveaux de lecture à chaque match qu'on voit parce que bah, tu as le niveau où juste bah, tu lis le match et tu as vraiment le niveau où tu dois interpréter la façon dont pense chaque joueur. C'est vraiment une œuvre hyper psychologique, ce que je trouve vraiment super cool parce que du coup, ça permet des analyses et des réflexions très poussées. Et il y a aussi du coup l'aspect Battle Royale qui est super intéressant parce qu'en fait, même si tu attaches à un personnage, bah, t'es pas sûr qu'il reste tout au long du manga. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises.
notamment du coup avec, Kunigami, dans la deuxième sélection, qui était un personnage du coup, bah, qui était très apprécié et qui s'est fait tège, à cause de Shido, à la fin de la seconde sélection. Maintenant, on va passer à la partie des personnages et on va commencer par mon chouchou, My Glorious King, mon roi, mon mon homme même, je dirais. Yoichi Isagi, du coup, le protagoniste, de Blue Lock, qui est pour moi, du coup, le personnage qui a le plus évolué, durant l'arc de la première, de la seconde sélection et du coup le match U20 parce qu'il est passé d'attaquant random, au Japon, qui a même pas réussi du coup à se qualifier, pour les nationales, à vraiment héros du Japon à la fin du match U20 qui était, reconnu, par, bah, quasiment tout le peuple japonais. Parce qu'en soi, le match U20, il y a vraiment, tout le peuple japonais qui l'a regardé. Et moi, vraiment, ce que je trouve le plus impressionnant avec, Isagi, c'est qu'il a pas de capacité vraiment spectaculaire comme, Barreau ou comme, Shido ou comme Rin. Il est vraiment assez, sobre dans son jeu, genre il fait des petits passements de jambes, il fait des petits trucs, il a vraiment des bases en dribble. Il a un tir assez basique en soi, à part sa reprise de volée qui, représente un peu, son aspect, assez exceptionnel par rapport aux autres. Le fait qu'il apprenne du coup avec le temps à, aussi, utiliser les angles morts en dévorant, l'arme de Naruaya. Mais de base, c'est un joueur vraiment assez basique et ce que je trouve vraiment super intéressant avec lui, c'est que grâce à sa capacité d'analyse, eh bien, il arrive à se hisser au niveau des génies et du coup, c'est vraiment là tout l'intérêt du personnage parce qu'on suit vraiment comment il arrive à se sortir de chaque, situation un peu désespérée dans laquelle il est contre des joueurs qui ont vraiment des capacités hors normes, genre Nagi dans la première sélection, où vraiment tu vois que le mec, c'est un génie de chez les génies, il arrive à faire des contrôles alors qu'il a commencé le foot il y a 2 jours. Où tu vois Barreau aussi qui a un monstre physique, qui a une frappe, je crois il frappe à 29 mètres. Ou dans la seconde sélection, Rin, ce gros cheater de merde là, où vraiment le mec il t'envoie des frappes de 14 kilomètres, il a un physique de fou, il a une vision de fou, genre le mec il a vraiment toutes les qualités requises. Et t'as quand même du coup Isagi, tu vois comment il arrive à se hisser au niveau de ce genre de joueur, alors que de base, lui en soi, c'était un random. Genre, il était même pas qualifié au national. Il puait sa grand-mère, personne ne le calculait. Donc, c'est à ce moment-là vraiment que tu te rends compte à quel point le joueur il est impressionnant d'un point de vue humain. Genre, vraiment, pour avoir la déterre d'aller se taper contre des joueurs comme ça. Moi, franchement, j'avoue, j'aurais pas le cardio. Moi, j'aurais lâché le bail. Mais vraiment, le mec est admirable de fou parce qu'il fait des efforts, il réfléchit, il reconstruit la personne qu'il est, il se remet en question et tout. Et d'ailleurs, c'est représenté du coup avec les puzzles qui se déconstruisent et qui se reconstruisent à chaque fois que lui il part dans une réflexion et tout. Et du coup, grâce à cette déconstruction, à cette reconstruction, il passe d'abord pas de joueur décisif non plus, mais il passe de joueur assez lambda de l'équipe Z à joueur assez important qui a marqué, je crois, 2 buts pendant la première sélection. Je crois qu'il a mis un but contre l'équipe de Nico et un but contre l'équipe de Nagui. Et ensuite, dans la seconde sélection, il step up de malade. Il devient vraiment joueur quasiment à l'égal de Nagui, Barreau, Rin, etc. Et dans le match U20, il step up encore plus parce que du coup, il s'adapte aux joueurs du top 6. Et il devient vraiment, en marquant le dernier but, héros du Japon. Et il y a même Sae, du coup, à la fin du match U20 qui le mentionne, qui dit c'est vraiment ce genre d'attaquant-là qu'il fallait pour le Japon. Alors qu'en soi, au premier abord, quand on arrive comme ça, on dit c'est Rin qui a les meilleures capacités de base. Et du coup, bah, c'est Rin le meilleur. Voilà. Après, peut-être que Sae voulait juste Rashbait Rin. Peut-être. Et franchement, bah, moi, j'encourage le rage bait sur Rin, moi j'encourage. Du coup, pour finir sur Isagi, il y a un aspect que j'ai pas mentionné, c'est l'aspect de dévorer ses adversaires, de dévorer les capacités de ses adversaires surtout, et de s'adapter à ces capacités-là, qui a été mis en avant à partir du coup de la seconde sélection avec Naruaya, et qui ensuite va continuer pendant le match U20 à être mis en avant, puis ensuite encore plus loin dans le manga, mais ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. Et du coup, ça fait d'Isagi vraiment le psychologue de Blue Lock. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un mec qui a un problème ou qu'il y a un attaquant, il est en sous-performance. T'as vraiment Isagi, il arrive, il le chope par le callback, il lui insulte sa grand-mère, il lui fait une petite thérapie en 2 spi, et après, il l'envoie au charbon pour lui. Et il l'utilise pour marquer son propre but. Et vraiment, c'est impressionnant que le joueur le plus gay sur le papier
Bah, ça soit celui qui arrive le plus à se démarquer et à tirer son épingle du jeu, dans les moments décisifs. Et du coup, c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt du personnage d'Isagi, c'est qu'il est de base gaze, mais il arrive vraiment à se hisser au niveau des plus grands grâce à sa réflexion et à sa logique. Et je pense que, Ego, quand il a créé le Blue Lock, c'était avant tout ce qu'il voulait parce que des génies physiques en soi, tu peux en avoir à l'appel, alors que des joueurs qui sont vraiment conscients de leur place et de leurs, capacités physiques et qui se surestiment pas et qui connaissent aussi les capacités physiques, enfin même pas que physiques, les capacités juste footballistiques de leurs alliés et qui arrivent à en tirer profit, et bah, c'est plus rare que des joueurs qui ont juste hérité de capacités physiques, à la naissance et qui ont, réussi à percer avec, quoi. Du coup, pour le deuxième personnage, on va s'intéresser à Baro Shoei, qui de base était présenté comme vraiment l'attaquant ultime. C'est vraiment le premier attaquant qu'ils ont vu au Blue Lock, du coup l'équipe Z. C'est le tout premier match qu'on a vu de Blue Lock et il leur a mis une drill. Je crois qu'il y avait vraiment eu genre 5-1 ou 6-1 et du coup ce personnage-là, on le voit vraiment comme le mâle alpha, l'attaquant ultime, celui qui, dès qu'il tire, il y a but. Et du coup cet attaquant ultime qu'on nous présente dans la première sélection, et bah, dans la deuxième sélection, il est complètement détruit. Genre, au début, du coup, quand, Isagi, il se fait éliminer par Rin, qu'il est rétrogradé, du coup, avec Nagi, il se retrouve, du coup, sans Bashira et il arrive, du coup, pour, faire un match en 2v2 et là, du coup, il arrive et il voit, Naruaya et Barreau et du coup, il se propose un match et tout, ils font leur petit match et là, Barreau, il est pris par Isagi et Nagi, qui vont faire, du coup, leur match en 3v3 contre l'équipe de, Shigiri, Kunigami et Ryo, je crois. Et ensuite, dans ce match-là, Barreau, lui, n'arrive pas à jouer en équipe avec, Isagi et Nagi parce que lui, il refuse de faire les passes. Il veut juste qu'on lui envoie les passes, lui, il met les buts. En gros, il veut juste des tapines. Il veut juste des tapines. Sauf que du coup, ça rend le jeu grave prévisible parce que si Barreau a la balle, bah tu sais qu'il va pas la passer. Il va juste tenter un tir. Ce qui fait du coup que ça limite bah, toutes les possibilités de travailler en équipe. Enfin, de jeu d'équipe. Et du coup, à ce moment-là, bah, Barreau, il est considéré comme inutile par Isagi. Je crois il y a même une planche où Isagi il dit, «Ce mec il sert plus à rien, on s'en bat les couilles». Il dit à Nagi: «On va les tape en 2v3» et c'est à ce moment-là où Barreau, il est forcé par Isagi à lui faire la passe pour que lui marque son propre but et à ce moment-là, du coup, tu as Barreau qui se rend compte que, il a une vision, de lui du futur où s'il fait une autre passe, il se voit vraiment en mode chômeur avec une bière à la main, la grosse beubare et tout. Et à ce moment-là, il décide de se réveiller et il décide de devenir, l'ombre qui va derrière les joueurs pour leur prendre la balle et voler leur but et les dévorer. Ce qui est représenté du coup par le fait que son aura, ça devient un lion, qui dévore du coup ses adversaires et cet aspect-là, il est gardé durant toute la suite du manga, notamment du coup, bah, pour le match, suivant contre l'équipe de Rin là en 4v4 où il marque un but et du coup c'est le premier but je crois qu'il marque, ou c'est peut-être Nagi qui marque le premier but, mais en tout cas c'est l'un des 2 premiers où vraiment il nique la logique de Rin et du coup il met son but et pareil pendant le match suivant où à un moment t'as tout le monde qui est prêt à mettre un but, du côté de l'équipe du Japon, mais ils sont tous, marqués par des joueurs et il y a Barreau qui débarque de nulle part et qui envoie une bastos et qui nous envoie la célébration la plus légendaire de tout Blue Lock où, vous savez, il enlève son t-shirt, il se met torse nu et il crie et tout. Vraiment, la folie cette célébration et du coup, c'est vraiment à ce moment-là que tu vois que Barreau, il est passé de l'attaquant entre guillemets «ultime», mais du coup qui fait de passe à personne et qui vraiment joue tout seul, genre juste il prend la balle, il envoie le tapin, il met le but à vraiment un attaquant du coup qui, dans un certain sens, joue avec ses coéquipiers en les utilisant en utilisant les occasions qu'il crée pour leur voler la balle et mettre son propre but. Ce qui est en soi du coup une autre façon de jouer en équipe, qui est à l'opposé du coup de celle d'Isagi où lui, il se sert de ses coéquipiers mais en faisant des passes, en construisant le jeu. Lui, Barreau, c'est le contraire, il détruit le jeu il utilise ses coéquipiers pour détruire le jeu et venir marquer lui son propre but. Ce qui est du coup vraiment un parallèle hyper intéressant avec le jeu qu'a Isagi qui développe pendant la seconde sélection en utilisant du coup ses coéquipiers et tout. Et du coup pour le troisième perso, on va s'intéresser à Nagi, le chouchou des nanas, le chouchou des grognasses,
qui du coup, lui, est à l'inverse des 2 autres, pas un joueur qui joue au foot depuis longtemps. Le mec, il a commencé le foot, je crois, depuis 2 jours, 2 mois, je sais plus exactement. Et le mec, c'est un génie, mais un génie plus, plus. Genre vraiment, tout ce qu'il fait, il y arrive à peu près, du premier coup, où vraiment il s'adapte hyper vite et il arrive à lâcher des performances de malade, alors que de base, ses connaissances footballistiques, bah, je pense, sont les plus éclatées de tout Blue Lock. Du coup, on nous le présente, lors, de la première sélection, du coup, dans l'équipe V et pendant ce match-là, on voit vraiment qu'il domine l'équipe Z de malade pendant, le début du match. Puis ensuite, plus le match il avance, plus le match il s'équilibre entre, du coup, l'équipe V et l'équipe Z et il prend conscience que, Isagi, il arrive à gérer un peu tous, les aspects du jeu, grâce à sa logique. Alors que lui, du coup, bah, vu qu'il a aucune connaissance footballistique, il peut pas faire ça. Il se repose uniquement sur son talent de génie. Et à partir de là, du coup, il commence à développer une certaine, je dirais, admiration ou rivalité pour Isagi, qui est du coup la première personne au Blue Lock à lui avoir fait connaître la défaite. Parce que de base, ils avaient mis vraiment que des gros scores de tennis, genre ils mettaient des 8-0, des trucs comme ça et tout. Et pendant la seconde sélection, au moment où Isagi et Bachari font leur équipe, bah lui, il se dit: «Réo, j'ai été dépendant de lui pendant toute la première sélection et même depuis qu'il a commencé le foot», parce qu'en soi, c'est Réo qui lui a fait commencer le foot. Donc de base, en fait, le foot, il s'est même pas lancé de lui-même, c'est vraiment on l'a forcé, on l'a ramené dedans. Il s'est dit: «Bah, vu que je suis dépendant d'un mec», il s'est séparé de ce mec-là et il est allé avec le mec qui lui a fait connaître la défaite pour, du coup, s'améliorer. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a la, rupture entre Nagui et Réo. On dirait que je parle d'un couple comme ça, mais ça, vu les fanfics, on n'est pas loin. Et du coup, il y a la il y a la rupture Nagui-Réo et du coup, tu as Nagui qui commence à évoluer de son propre chef et c'est vraiment, je pense, le prime de Nagui, la seconde sélection parce que en termes de performance et ben, il commence à réfléchir par lui-même, genre il se repose pas uniquement sur Isagi. Du moins, il se repose un peu sur Isagi sur le premier match contre Rin, là, le match à 3 où ils arrivent, avec Bashira et après à partir du moment où ils perdent Bashira, carrément, c'est Nagui qui le chope par les cheveux. Il y a la scène où il le chope par les cheveux, il dit: «Vas-y, bouge ton cul, lève-toi, on va aller les chercher, on va aller les niquer». Et du coup, à partir de ce moment-là, Nagui, il est pas juste en train de suivre Isagi dans ses stratégies, à appliquer, mot pour mot ce qu'il dit bêtement. C'est vraiment il essaye de trouver des occasions, de trouver des techniques pour surpasser, du coup, ses adversaires et notamment Rin. Ou même Barreau, parce qu'il y a le match, en 2v2 qu'ils font du coup contre Barreau et Naruaya. Il y a un moment où Nagui, du coup, il se retrouve en duel et il crée un nouveau type d'amorti parce que de base, juste, il amortissait la balle, il l'arrêtait, puis il shootait. Et là, il fait un amorti où genre vraiment, il donne la vie à la balle, je crois, comme il disait. Et déjà, rien que là, du coup, il innove, il crée une nouvelle technique. Et du coup, après, il fait pareil dans le match contre Rin parce que je crois que c'est lui qui marque le premier ou le deuxième but. Et vraiment, on voit un Nagui qui se renouvelle. Et même après la défaite contre Rin, dans le spin-off, là, Episode of Nagi, on voit que le mec, il prend les rênes de l'équipe. C'est lui avec Barreau du coup, en second, mais vraiment lui qui prend les rênes de l'équipe contre l'équipe de Karasu, où il vient, il prend les rênes de l'équipe, il prend des initiatives et il est vraiment dans la création de jeu, chose qu'il fera plus après parce que du coup, Nagi, si il a des gens qui peuvent en tout cas qui sont meilleurs que lui dans la création de jeux, et bien il se repose directement sur eux. Et c'est vraiment ça le défaut du personnage, en footballistiquement parlant, c'est qu'en fait, si il n'est pas obligé de faire les efforts nécessaires pour s'améliorer, s'il n'a pas, un objectif dedans, et ben, il se relâche et il se repose sur les autres. C'est pareil dans le match suivant. Dans le match suivant, c'est lui qui marque le premier but avec, la technique où il fait rebondir le ballon sur le sol et il fait, une retournée et bah, là pareil et c'est malheureusement, les seuls moments de fulgurance de Nagui, c'est les moments où vraiment il a pas le choix. Il est dos au mur et il doit se démerder tout seul. Dès qu'il y a quelqu'un qui peut, faire le truc à sa place ou qu'il a moins de motivation et ben, il se retrouve dans la merde et ça vraiment c'est un aspect super intéressant parce qu'en fait, c'est littéralement un personnage avec le potentiel le plus élevé de tout le manga et qui se retrouve à être nerf par sa propre conscience, par sa propre psychologie, par le fait que s'il a pas un défi, devant lui ou, qu'il a pas, quelqu'un qui le pousse et ben, il se relâche et il exploite pas son potentiel au maximum. Et ça, du coup, c'est vraiment un aspect qui est vraiment bien mis en avant dans, les 2 premières saisons de l'animé ou les 2 premiers arcs. Même concernant Nagui, il y a un passage super intéressant, c'est, le moment avec les pros où il leur demande: «C'est quoi le rigo?» et il y a, Leonardo Luna qui lui explique que pour lui, c'est un pincement au cœur. Après, il y a un mec qui lui dit que c'est pour la thune, un mec qui veut juste être mignon et un mec qui veut soulever des meufs tous les soirs. Et du coup, à ce moment-là, tu as Nagui qui voit que
pour devenir le meilleur, enfin parmi les meilleurs du monde, il y a pas besoin d'avoir des objectifs grandiloquents, mais qu'il y a besoin en tout cas d'avoir un objectif pour lequel tu es prêt à donner, ton âme. Et cet aspect d'ego du coup pour lequel, faut se donner à fond, c'est un aspect du coup qui va suivre, le développement Nagi, je pense pendant tout le manga et qui va permettre, bah, du coup à ce personnage de se surpasser et de devenir, bah, je pense, un des meilleurs joueurs à la fin du manga. Peut-être ça sera lui le numéro un, on sait pas, j'avoue, connaissant Kaneshiro à tout moment, Isagi finit pas numéro un. En plus parce que Nagi c'est son personnage préféré, donc à tout moment il nous met la douille du siècle et la fraude Nagi, devient, l'attaquant numéro un de Blue Lock et on sera tous malheureux. Peut-être qu'il y en a qui seront heureux, mais moi je serai malheureux. Avant-dernier perso sur lequel on va se pencher, du coup, c'est Nico Iki. Et du coup, ce mec, à la base, il était dans l'équipe Y et il servait de soutien. Je me souviens plus de son nom, le mec avec la coupe au mec avec la coupe Angry Birds là. Et après sa défaite contre Isagi, du coup, il est devenu, il a décidé de prendre le devant et de devenir le meilleur buteur de son équipe pour se faire qualifier pour la suite du Blue Lock. Et ce mec-là, il est super intéressant parce que c'est littéralement le miroir d'Isagi parce que c'est un joueur qui a pas de capacité de base exceptionnelle, il a juste vraiment son analyse du jeu et sa réflexion. Et ce mec-là, contrairement à Isagi, il a pas poussé son analyse du jeu et sa réflexion et son adaptation pour, dévorer, les meilleurs attaquants du Blue Lock. Au contraire, du coup, lui, pendant le match U20, il est devenu défenseur. Il a pris un poste qui était, adapté à ses aptitudes parce que comme j'ai dit avant pour, Isagi, vraiment tout le monde n'a pas le mental pour aller se taper contre des mecs qui sont boostés au poste d'attaquant. Heu, Nico, il s'est vraiment rendu compte que être attaquant, c'était pas le poste où il pouvait le plus briller parce que, bah, au Blue Lock, il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que lui à ce poste-là et du coup, il a accepté le fait de se mettre en défense pour exploiter au maximum ses capacités et briller le plus. Et ça, c'est aussi un aspect du coup, à partir du match U20, qui est super important dans Blue Lock, c'est que tous les joueurs, bah, ils peuvent pas être attaquants parce que Ego au début, il leur promet que parmi les 300, il y aura le meilleur attaquant du monde. Sauf que au final, il décide de faire une équipe avec ces 300 joueurs. Et bah, dans une équipe, tu peux pas avoir 11 attaquants. Et même parmi les 300 attaquants qu'il y avait de base, ils ont pas tous des aptitudes qui leur permettent de devenir attaquants. Ils ont des aptitudes qui leur permettent d'être meilleurs à d'autres postes, comme du coup bah, Nico, dont on vient de parler, ou Gagamaru, par exemple, qui a été mis au poste de gardien. Et ça aussi, du coup, c'est un aspect hyper intéressant du fait que c'était un peu de la publicité mensongère, le Blue Lock pour les joueurs, parce qu'on leur a promis de devenir les meilleurs attaquants du monde si ils arrivaient à se sortir de toutes les épreuves du Blue Lock, alors qu'au final, en fait, bah, certains vont plutôt devenir parmi les meilleurs défenseurs ou parmi les meilleurs gardiens ou parmi les meilleurs milieux du monde. Du coup, le dernier personnage dont je voulais parler, c'est Bashira Miguru, qui a été du coup la porte d'entrée du bloc pour Isagi, mais aussi pour nous, parce que c'est le premier à parler genre du monstre, de l'ego, des trucs comme ça. Et du coup, c'est aussi un personnage qui du coup a évolué en même temps qu'Isagi pendant bah, la première sélection. Il a pas tant évolué que ça parce qu'il a été surtout un soutien pour Isagi en lui faisant les passes. C'est lui qui lui a fait les 2 passes D pour ses 2 buts dans la première sélection. Mais dans la deuxième sélection, on voit que son aspect de dépendance affective, il est plus mis en avant. Et du coup, justement, la deuxième sélection, ça lui permet de se libérer de cette dépendance affective qu'il a par rapport à Isagi et un peu par rapport à Rin, pour devenir un attaquant indépendant qui se démerde pour marquer ses propres buts tout seul et qui fait pas que des passes D. Parce qu'en soi, Bashira, dans toute la première sélection, il a marqué qu'un seul but de lui-même. Tout le reste, c'était des passes D. Et pareil, dans la seconde sélection, donc quand il était avec Nagi et Isagi, lui il faisait les passes et c'était Nagi Isagi qui avait marqué un but. Enfin, je crois que c'était Nagi qui avait marqué un but contre l'équipe de Rin. À partir de ce moment-là, il s'est libéré de sa dépendance aux gens parce que de base, lui, il se faisait harceler quand il était petit à l'école. Il était vraiment à chaque fois à la recherche d'un meilleur ami, de quelqu'un avec qui jouer au foot. Du coup, à partir du match en 4v4 contre l'équipe d'Isagi, eh ben, il s'est libéré et il a commencé à jouer par lui-même sans chercher forcément à faire la passe à quelqu'un, à regarder quelqu'un et tout. Comme on peut le voir du coup bah, pendant le match U20 où vraiment, au bout d'un moment, il a pris la balle et il a dribblé tout le terrain quasiment à lui tout seul. Il était prêt à marquer mais il s'était fait stopper. Et du coup, bah, moi, c'est un personnage qui m'a particulièrement touché parce que, ayant déjà fait l'expérience de dépendance affective, pas non plus au même point que lui, mais voilà, bah, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait me remettre en question moi-même. Et franchement, je trouve que c'est hyper pertinent, il est hyper pertinent comme personnage.
et il porte à faire des réflexions sur soi-même, à son rapport aux autres et au fait que bah, faut se faire passer soi-même avant de faire passer les autres devant soi, quoi. Et du coup, bah, voilà pour tous les personnages dont je voulais parler, les 5 personnages que j'ai trouvé les plus pertinents pour moi. Après, bien sûr, il y a plein d'autres personnages que je trouve intéressants. Il y a Shigiri avec sa blessure, du coup, le fait de se remettre debout après être tombé, après s'être blessé et tout, ça je trouve ça hyper intéressant. Il y a Ryo aussi qui a une sorte de dépendance affective envers Nagi, un peu comme Bashira. Et du coup, il y a aussi Rin avec son besoin de reconnaissance de la part de son grand frère et son admiration pour son grand frère, du coup, qui aurait été aussi intéressant à aborder. Mais du coup, je me suis juste concentré bah, sur 5 persos, sinon la vidéo, elle est déjà assez longue, elle aurait fait 1 h 30, ça aurait été trop long. Et aussi, j'ai voulu donner un peu de buzz à Nico parce que c'est un personnage que j'aime bien. J'avoue, j'aurais pu parler de quelqu'un d'autre à sa place parce qu'il n'a pas une place hyper importante dans le récit. Pour la partie des questionnements philosophiques, c'est très en lien avec la partie des personnages, donc ça va être assez court. Et que la lecture du manga Blue Lock, du coup, ça permet de remettre en question beaucoup de choses et de beaucoup réfléchir, de remettre en question sa vision de soi, de voir que même si on n'a pas les prédispositions pour faire un truc, bah, si on s'en donne les moyens, on peut y arriver, comme on peut le voir du coup avec Isagi. Ça montre aussi l'importance d'avoir des objectifs dans la vie, des objectifs clairs, parce que juste se dire je veux faire ci un peu à la va-vite sans vraiment réfléchir à comment y arriver, comment s'en sortir, bah ça mène à rien. C'est comme les gens par exemple qui disent qu'ils veulent commencer le sport mais qui se font pas de programme ni rien, tu vois, tu peux pas vraiment progresser. Et franchement, ça montre l'importance du coup d'un objectif clair, net et précis pour avancer. Et aussi le fait qu'il faut savoir bah, symboliquement détruire la personne qu'on était avant pour se reconstruire, genre détruire les croyances qu'on avait, les a priori qu'on avait sur le domaine dans lequel on veut progresser, ou même sur soi-même, pour pouvoir s'améliorer et devenir meilleur dans le domaine qu'on veut, ou même dans la vie en général. Parce qu'en soi, les joueurs du Blue Lock, bah, ils progressent en tant que footballeur, mais ils progressent aussi en tant que personne. Par exemple, comme on l'a dit juste avant, bah, Bashira avec sa dépendance affective, que ce soit Barrow avec son égocentrisme, même Rin du coup avec son obsession pour son frère, même si pour lui j'ai l'impression qu'il va jamais s'en sortir. Mais du coup, c'est vraiment un manga qui porte à des réflexions hyper profondes et qui est hyper psychologique. Et le genre de manga que j'aime lire, par exemple comme Vinland Saga, ce genre de truc, c'est vraiment des mangas qui permettent de te remettre en question, de réfléchir à la personne que tu es, à la personne que tu veux devenir. Et c'est hyper positif, je trouve, pour évoluer dans la vie. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de manga, parce que bah en fait, quand tu les lis, c'est pas juste tu lis, tu poses ton cerveau et tu regardes comme certains mangas de bagarre, ce genre de truc. C'est vraiment, tu lis, mais du coup, tu dois réfléchir et interpréter chaque page, chaque dialogue que tu lis. Et c'est un effort de réflexion. C'est un peu comme les commentaires de texte qu'on fait en français, sauf que du coup, bah, c'est moins chiant, parce que généralement, bah, quand tu lis des mangas, t'es pas obligé, tu le fais par plaisir. Et du coup, bah, j'espère qu'un jour je pourrai faire des petites vidéos sur la psychologie de chaque personnage de Blue Lock que je trouve intéressant. Genre soit des petits shorts, soit des vidéos YouTube un peu plus longues. Bah, pour finir, je voulais m'attarder sur la partie technique avec les dessins, la représentation et tout. Et je trouve que Blue Lock c'est phénoménal parce que déjà les dessins ils sont super beaux. Le dessinateur Nomura, il sait très bien dessiner les mouvements et les représenter parce que bah, du coup c'est un manga de sport. Donc pendant les matchs, il faut pas que ça paraisse trop statique, dites-vous. Franchement, j'ai regardé la saison 2. Enfin, j'ai regardé 2 épisodes de la saison 2. Le manga semble plus vivant que l'animé. Ce qui est terrifiant en vrai. Et du coup, même à part les mouvements, les chara-design sont super bien travaillés. Genre, chaque personnage est reconnaissable. C'est rare de confondre des persos de Blue Lock avec d'autres personnages d'animé. Genre, vraiment, le dessinateur met une patte qui fait que quand on voit un dessin, on sait que c'est du Blue Lock. Même si on voit pas les uniformes ou le ballon ou des trucs comme ça, on sait vraiment que ça vient de Blue Lock. Pareil pour les couvertures avec les chaînes genre qui représentent l'ego de chaque joueur. Genre ça aussi c'est hyper impressionnant que vraiment il se soit attardé sur ça. Chaque joueur a un type de chaîne différent qui fait qu'il représente son ego. Et bah, pareil pour les auras, genre chaque joueur a un type d'aura différent, enfin surtout parmi les joueurs principaux, il y a du coup Shido avec son démon, il y a Barrow avec du coup le lion, il y a Karasu avec le corbeau, Reo avec le caméléon, Nagi avec le squelette qui représente un peu la mort. Même la couleur des auras, elle est représentative de chaque perso. On voit vraiment que Kaneshiro et Nomura, ils ont vraiment fait un effort pour iconiser chaque perso, pour que chaque perso ait sa propre patte, son propre ego, sa propre texture, et les rendre vraiment uniques, les faire se démarquer les uns des autres.
ce qui est du coup l'objectif même de Blue Lock en soi, c'est de fait vraiment de se démarquer des autres joueurs pour devenir le meilleur attaquant du monde. Donc vraiment, en fait, même le dessin, le style de dessin suit la logique du manga, ce qui est vraiment hyper impressionnant. L'attention aux détails, pareil avec les puzzles d'Isagi, j'en ai pas parlé, mais c'est le plus évident. C'est vraiment hyper impressionnant comment ils font attention aux détails, surtout qu'en plus ils sortent un chapitre par semaine. Donc vraiment, pour réussir à faire autant de détails en une semaine, je trouve ça vraiment impressionnant. Pareil, les effets de mouvement, juste pour finir, je voulais parler de ça, les effets de mouvement sont impressionnants, surtout la vitesse de Loki, c'est le premier truc qui me vient en tête quand tu vois les particules de lumière, quand il court pour montrer que le mec, tellement c'est un sprinter, il va à la vitesse de l'éclair, c'est bien représenté. Et même les frappes, les enroulés, surtout les enroulés de Rin, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Vraiment, elles sont magnifiquement bien dessinées. Tu vois vraiment la trajectoire et la puissance du ballon quand il arrive dans le but et tout. C'est pas aussi exagéré que dans Inazuma Eleven où vraiment tu vois du feu et tout, mais genre vraiment tu ressens la puissance du truc. Genre quand tu vois la frappe de Kunigami aussi, genre Kunigami quand il frappe, tu vois toutes les veines qui ressortent, il dessine la musculature et tout, la puissance de la frappe. Limite, le ballon a une aura quand il est frappé par un joueur et tout. C'est hyper bien représenté et tout. Et vraiment, pour moi, le dessin et la technique de dessin, c'est l'une des principales qualités du manga Blue Lock. Enfin, pour finir du coup sur le manga Blue Lock, pour moi c'est un manga très intéressant du coup qui aborde des thèmes qu'on ne voit pas souvent et qu'il fait de manière assez originale aussi avec le concept du coup de Battle Royale, notamment avec du coup les matchs en 4v4 ou en 3v3 ou en 2v2, c'est des trucs qu'on voit pas beaucoup dans les mangas de sport. Pour moi, les principaux points forts du manga, c'est du coup le développement des personnages et le dessin, qui du coup est vrai, c'est deux trucs qui vont vraiment ensemble. Du coup, c'est par rapport à le fait que le dessin aille bien avec chaque personnage et la philosophie de chaque personnage et la psychologie aussi de chaque personnage. Après, bien sûr, il y a aussi des défauts, comme dans tous les mangas de sport, du coup, quand il y a beaucoup de personnages à traiter, on ne peut pas tous les développer autant qu'ils pourraient l'être. Mais comme j'ai dit juste avant, du coup, le fait qu'il y ait des matchs en 2v2, en 3v3 ou en 4v4, surtout pendant la seconde sélection, ça a quand même permis de pas mal pallier ce problème. Et du coup, pour la suite, pour la Néo Égoïste League, j'essaierai de sortir une vidéo dans le mois qui en parlera. Et je pense qu'elle sera un peu moins longue que celle-là, mais j'essaierai de garder le même plan d'analyse pour garder une cohérence entre cette vidéo-là et la prochaine. Et du coup, cette vidéo, c'est la première que je fais de ma vie. C'est aussi la première fois que je fais du montage de ma vie. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce que je pourrais améliorer dans la structure, dans le montage. Bon, j'avoue, là, j'ai fait du montage très simple, on dirait un diaporama, mais n'hésitez pas à me donner des conseils. Et n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des choses que je dois garder qui sont bien. Donc voilà, je vous laisse l'espace commentaire pour ça. Et aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les shorts que je fais. J'en fais un peu plus que des vidéos YouTube parce que ça demande moins de temps. Je fais des reviews Blue Lock chaque semaine et des analyses aussi. Et aussi d'autres animés et d'autres mangas que je lis, comme moi quand je me réincarne en slime ou Yumi no Tsugai. Du coup, à bientôt!